Je m'appelle Liam. J'ai 34 ans et il y a exactement 3 mois, lors du mariage incroyablement somptueux et indécemment cher de mon jeune frère, celui-ci a décidé d'utiliser son discours de marié pour détruire complètement ma vie. Alors que j'étais assis là, luttant pour préserver ma dignité dans un costume bon marché acheté en solde il y a 5 ans, mon propre frère a regardé les 200 invités de la plus haute élite de la ville et a déclaré que mon fils et moi étions des déchets dont personne ne voulait. Il a ri. La foule a ri, et juste pour s'assurer que le couteau s'enfonce bien profondément, ma propre mère a crié à travers la salle de bal que j'étais un produit d'occasion. Ils ont humilié un père célibataire devant son petit garçon de 8 ans. Mais il y avait un détail majeur que mon frère arrogant et ma mère obsédée par son image ignoraient. Ils n'avaient absolument aucune idée que la mariée, la femme dont la fortune familiale finançait tout ce cirque, venait de découvrir un secret financier sur mon frère qui allait transformer ce mariage en une exécution publique de sa réputation. Et ils ne savaient certainement pas qu'à la fin de la nuit, mon frère ferait face à un procès massif et que ma mère me laisserait des messages vocaux pour me supplier de lui pardonner. Avant de vous raconter exactement comment cette chute spectaculaire et satisfaisante s'est produite, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton « J'aime » si vous croyez sincèrement que le karma finit toujours par récupérer ses dettes. Et n'oubliez pas de me dire d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Je les lis tous, sans exception. Maintenant, revenons au moment précis où tout a volé en éclats. Je n'aurais jamais pensé que la pure humiliation pouvait se présenter drapée de soie importée, parfumée de lys coûteux, de côtes de bœuf rôti et de champagne millésimé. J'étais assis à la table 9, respirant l'air lourdement parfumé de la grande salle de bal de l'immense Oakwood Country Club. Les lustres suspendus au-dessus de nous semblaient faits de glace filée, projetant une lueur dorée et chaleureuse sur des compositions florales impeccables et gigantesques qui coûtaient plus cher que mon salaire annuel. Je portais le seul costume habillé que je possédais. C'était un 2 pièces gris anthracite que j'avais acheté en solde il y a 5 ans pour un entretien d'embauche. Je n'arrêtais pas de tirer sur mon col, essayant désespérément de me fondre dans une mer immense de robes de soirée de créateurs, de smokings sur mesure et de colliers de diamants qui accrochaient la lumière à chaque mouvement. Juste à côté de moi, mon fils de 8 ans, Léo, balançait joyeusement ses jambes sous la table. Il était incroyablement beau dans son minuscule blazer bleu marine. J'avais fait des doubles journées à l'entrepôt logistique et sauté mes déjeuners pendant 3 semaines complètes juste pour pouvoir lui offrir cette petite veste. Pour lui, cette journée était magique. Il trouvait que la pièce montée géante ressemblait à un château. Plus que tout, il pensait que ce jour signifiait que nous allions enfin faire à nouveau partie intégrante et acceptée de la famille. Peut-être que, tout au fond de moi, dans une part naïve et non guérie de mon propre cœur, je l'avais désespérément espéré moi aussi. Mon jeune frère, Julian, était la star absolue de la soirée. Il l'avait toujours été, depuis le jour de sa naissance. Il passait sans effort de table en table avec ses dents d'une blancheur éclatante et son smoking italien sur mesure, charmant les riches invités, baisant les mains des femmes de la haute société plus âgées et se délectant d'un flot continu d'adoration. Notre mère, Eleanor, le suivait partout dans la salle de bal comme s'il s'agissait d'un membre de la famille royale en visite. Elle ajustait constamment ses revers. Elle se vantait bruyamment auprès de quiconque voulait l'entendre de sa prétendue promotion récente et de son brillant et lucratif avenir dans l'immobilier commercial. Julian avait les applaudissements, les toasts et la fierté. Moi, j'avais les regards en biais, les commérages chuchotés et la pitié. Il avait les projecteurs éblouissants. J'avais appris depuis longtemps à survivre dans l'ombre froide. Mais je suis venu quand même. J'ai ravalé ma fierté et je suis venu pour mon fils. J'ai souri jusqu'à en avoir mal à la mâchoire. J'ai applaudi poliment lorsqu'ils ont coupé la pièce montée à 5 étages. J'ai gardé une voix parfaitement stable et agréable lorsque des parents éloignés passaient devant notre table, me toisaient de la tête aux pieds et demandaient « Alors, Liam, tu travailles toujours de nuit dans cet hôtel? Tu élèves toujours le petit tout seul ?» Puis les assiettes du dîner ont été débarrassées, les lumières se sont tamisées et le moment des discours est arrivé. Le témoin est passé en premier, prononçant un discours classique et gentiment amusant sur leurs années folles à l'université et leurs bêtises de fraternité. Des rires légers ont parcouru la salle. Puis ce fut le tour de Julian. Je m'attendais à ce qu'il parle de sa magnifique et intelligente mariée, Elena. Je m'attendais à des mots sentimentaux sur leur avenir. Peut-être à une plaisanterie charmante sur le fait de fonder une famille et de vieillir ensemble. J'ai même levé mon verre d'eau en cristal, tout prêt à porter un toast à son bonheur et à laisser notre passé compliqué derrière nous pour une nuit. J'aurais dû m'en douter.
J'aurais vraiment dû m'en douter. Julien a saisi le micro sur son pied avec assurance. Il a affiché ce sourire profondément arrogant qui le caractérise et a regardé la foule immense. Il a remercié tout le monde d'avoir fait le déplacement. Il a parlé de son amour profond pour Elena et sa merveilleuse famille. Puis il s'est arrêté. Le technicien d'éclairage a littéralement déplacé le puissant faisceau du projecteur, balayant la salle sombre jusqu'à ce que la lumière blanche et éblouissante se pose directement sur la table 9. Sur moi. Je veux prendre un moment pour saluer tout particulièrement mon grand frère, Liam, a dit Julien, sa voix résonnant puissamment dans le système de sonorisation géant. Je me suis redressé un peu sur ma chaise. J'ai regardé Léo, qui rayonnait d'une fierté pure, ravi d'entendre le nom de son père résonner dans les haut-parleurs. Pendant une seconde fugitive et incroyablement stupide, j'ai réellement cru que Julien allait dire quelque chose de gentil. J'ai pensé qu'il allait publiquement combler le fossé qui nous séparait. Julien s'est penché près du micro, ses yeux fixant les miens à travers la lumière vive. Liam a toujours été un exemple unique pour moi. C'est un père célibataire, complètement seul, dont absolument personne d'autre ne veut. Un frémissement de rires étouffés et confus a parcouru les tables de devant. Mon estomac s'est noué comme si j'avais avalé du plomb. J'ai cru avoir mal entendu. L'acoustique de la salle créait de l'écho, mais il a continué, sa voix dégoulinant d'une fausse sympathie lourde et condescendante, mais sérieusement, tout le monde, applaudissons-le. Il faut un courage incroyable pour se présenter ici aujourd'hui dans ce costume quand votre vie est un tel désastre. Applaudissez le parfait contre-exemple, mon grand frère. Les rires timides se sont transformés en un immense vacarme. Toute la salle a éclaté de rire. Un rire authentique, profond et sans filtre. Les gens aux tables de devant trinquaient avec leur coupe de champagne comme s'ils venaient de lancer la blague du siècle. Mon cœur battait si violemment dans ma poitrine que j'entendais le sang bourdonner dans mes oreilles. La chaleur m'est montée au visage, me brûlant les joues. J'étais complètement paralysé. Je ne savais plus où regarder. Je n'arrivais plus à respirer. Puis j'ai senti une petite traction sur ma manche. Léo a levé les yeux vers moi. Sa petite voix a transpercé le bruit assourdissant de 200 personnes se moquant de nous. Sa voix tremblait, « Papa, pourquoi oncle Julien dit des choses si méchantes? Pourquoi est-ce qu'il rit de toi ?» Avant même que je ne puisse avaler la boule énorme qui me serrait la gorge pour répondre à mon fils, la voix de ma mère a déchiré l'air. Elle n'avait même pas besoin de micro. Elle a simplement hurlé depuis sa place privilégiée à la table d'honneur, s'assurant que sa voix porte par-dessus la musique, c'est un produit d'occasion, mais bon, au moins il est resté au fond et n'a pas gâché les photos de mariage professionnels. Les rires sont devenus plus stridents. Ils sont devenus infiniment plus cruels. C'était ce genre de rire bien spécifique qui vous met totalement à nu, qui vous transperce la peau et vous brise les os. C'est à ce moment précis que j'ai réalisé que ces gens ne me considéraient pas comme un invité. Ils ne me considéraient pas comme un membre de la famille. Ils me voyaient comme un simple divertissement, comme l'idiot du village, comme un punching ball pour se sentir largement supérieur. Mes doigts se sont crispés en poing sous la table. J'ai serré ma serviette en lin si fort que mes articulations sont devenues complètement blanches. J'ai regardé autour de moi, cherchant désespérément dans la foule, espérant trouver une seule personne dotée d'une once de décence humaine qui croiserait mon regard avec compassion. Mon oncle Raymond, qui affirmait toujours m'aimer comme son fils, s'est contenté de regarder son assiette, refusant obstinément de croiser mes yeux. Les garçons d'honneur de Julien se tapaient ouvertement dans la main. J'ai rabaissé les yeux vers Léo. Ses petits sourcils étaient froncés. Son visage s'est décomposé dans une confusion totale et une blessure profonde. C'est précisément cela qui m'a brisé. Ce n'étaient pas les paroles cruelles. Ce n'était pas la honte publique. C'était le fait dévastateur qu'il massacrait ma dignité devant mon petit garçon, le forçant à voir le père qu'il considérait comme un super-héros être traité comme un moins que rien par sa propre famille. J'ai repoussé violemment ma chaise en arrière. Elle a grincé bruyamment et lourdement contre le sol en marbre. Je me fichais désormais de faire une scène. J'allais prendre la main de Léo, franchir ses lourdes portes en chêne et ne plus jamais regarder en arrière. J'étais prêt à rompre tous les liens avec cette lignée toxique. Mais avant que je ne puisse me lever complètement, un sifflement de Larsen strident et assourdissant a retenti violemment dans les haut-parleurs. Elena, la mariée, s'était levée. Elle ne semblait pas du tout amusée. Elle ne regardait pas la foule hilar. Elle ne regardait pas ma mère.
Elle a marché droit vers Julien, lui a arraché le micro des mains avec une force agressive et s'est retournée pour faire face à toute la salle. Son visage était pâle. Sa mâchoire était serrée comme de la pierre. Les rires se sont éteints instantanément. La température dans la pièce a semblé chuter de 20 degrés. Toute la salle de bal s'est figée dans un silence de mort. Et alors qu'Elena me regardait droit dans les yeux, avec une colère féroce et brûlante dans le regard, j'ai compris que ce mariage n'allait pas se terminer par une danse. Il était sur le point de devenir l'enterrement de la fierté de mon frère. Pour bien comprendre comment nous en étions arrivés à ce point de congélation dans une salle de bal de luxe, il faut comprendre la dynamique profondément déséquilibrée et incroyablement toxique de ma famille. Dans notre maison, il y avait toujours eu une hiérarchie très claire et tacite. Julien était l'enfant prodige, l'investissement précieux, le futur héritier. J'étais le coup d'essai, la déception constante, le bouc émissaire désigné. En grandissant, les différences de traitement n'avaient rien de subtil. Elles étaient flagrantes. Si Julien réussissait à obtenir un B à un contrôle de maths au lycée, mes parents l'emmenaient immédiatement dans un grand restaurant de grillades pour célébrer son immense effort. Si je rapportais un A à un examen final, mon père, Arthur, se contentait de regarder la feuille, de soupirer lourdement et de demander pourquoi je n'arrivais pas à obtenir un score parfait comme les enfants des voisins. Ma mère, Éléanore, ne vivait que pour les apparences. Elle était complètement obsédée par l'idée de grimper les échelons de l'association de quartier, d'obtenir des abonnements à des country clubs qu'elle ne pouvait pas vraiment s'offrir. Et de s'assurer que tout le monde dans notre banlieue aisée pense que nous étions la famille américaine parfaite et sans défaut. Julien correspondait parfaitement à son faux récit. Il était extraverti, naturellement charmant, excellent au football et savait exactement comment manipuler les adultes pour s'en faire aimer. J'étais calme. J'aimais lire des livres d'histoire et je restais dans mon coin. Je n'offrais pas les motifs de fierté et de vantardise dont ma mère avait désespérément besoin. Le moment clé de notre jeunesse, celui qui a véritablement tracé la voie pour le reste de nos vies, s'est produit lorsque Julien a obtenu son diplôme universitaire. Mes parents ont organisé une immense fête avec traiteurs dans notre jardin. Ils ont invité 50 personnes. À la fin de la soirée, mon père s'est levé, a prononcé un discours larmoyant sur sa fierté et a lancé un lourd trousseau de clés à Julien. Garé juste là, dans l'allée, enveloppé d'un énorme ruban rouge, se trouvait une Porsche noire de jet flambant neuve. C'était son cadeau de remise des diplômes, une récompense financière colossale pour avoir simplement existé et s'être traîné jusqu'à l'obtention d'un diplôme de commerce. Quand j'avais obtenu mon diplôme universitaire 3 ans plus tôt, il m'avait acheté un gâteau de supermarché chez Walmart, avait mal orthographié mon prénom sur le glaçage et avait immédiatement commencé à me réclamer $600 de loyer par mois pour vivre dans ma propre chambre d'enfant. Alors que je cherchais activement un emploi, j'avais financé mes études à l'université publique en faisant des horaires de nuit éreintants dans un restaurant. Je n'avais pas d'épargne d'études. Mes parents avaient entièrement liquidé le petit compte que mon grand-père m'avait laissé pour aider à payer les frais de scolarité de l'école privée hors de l'état de Julien. J'ai compris très tôt que dans ma famille, l'amour était entièrement conditionnel, et que je ne remplissais tout simplement pas les conditions requises. Les choses ont empiré de manière significative quand j'ai rencontré Chloé. Chloé était incroyablement belle, instable et profondément impatiente. Nous sommes tombés amoureux rapidement et nous nous sommes mariés beaucoup trop jeunes. Lorsqu'elle est tombée enceinte de Léo, j'ai honnêtement pensé que c'était le début d'un nouveau chapitre merveilleux. J'ai naïvement cru que le fait de tenir leur premier petit-fils adoucirait enfin le cœur de pierre de mes parents. Je travaillais selon un emploi du temps brutal pour préparer l'arrivée du bébé. Les journées dans un entrepôt de logistique à conduire un chariot élévateur et les nuits à faire des permanences de nuit comme réceptionniste dans un hôtel de milieu de gamme. Nos salaires cumulés couvraient à peine le loyer de notre appartement exigu et les courses de base. Mais je me démenais. Je bâtissais une vie de mes propres mains. Puis la dure réalité de la maternité a frappé Chloé de plein fouet. Elle ne voulait pas de ces nuits sans sommeil interminables. Elle détestait profondément les contraintes budgétaires strictes. Elle voulait des vacances, de beaux vêtements et un mari qui ne soit pas constamment épuisé. Quand Léo avait tout juste 5 mois, je suis rentré d'une double journée de 14 heures de travail d'une violence extrême. Il pleuvait à verse dehors. J'ai déverrouillé la porte, m'attendant à entendre la télévision ou à sentir l'odeur du dîner. Au lieu de cela, l'appartement était plongé dans un silence de mort. J'ai laissé tomber mes clés et j'ai couru vers la chambre. J'ai trouvé Léo dans son berceau, pleurant doucement, le visage rouge,
serrant sa petite couverture. Sur le comptoir de la cuisine, posé juste à côté d'une pile de factures de service public avec avis de coupure, se trouvait une simple feuille de papier quadrillé. C'était un mot écrit à la hâte, d'une lâcheté absolue, « Je ne peux plus faire ça, Liam. Je veux retrouver ma vie. Je suis tellement désolé. S'il te plaît, ne me cherche pas », sous ce mot pathétique se trouvait une enveloppe juridique épaisse. Elle contenait des documents de divorce qu'elle avait déjà signés et fait certifier, abandonnant officiellement tout droit de garde. Elle avait tout simplement disparu dans la nature. Elle me laissait complètement seule avec un nourrisson en pleurs, zéro économie et un cœur brisé. J'ai été terrifié. J'ai appelé ma mère ce soir-là, faisant les 100 pas sur le linoléum bon marché de ma cuisine, serrant mon bébé en pleurs contre ma poitrine. Je lui ai demandé, je l'ai pratiquement supplié de venir juste quelques heures pour que je puisse comprendre quoi faire, pour que je puisse simplement m'asseoir et assimiler le fait que ma femme était partie. La réponse de ma mère est gravée à jamais dans mon cerveau. Elle a soupiré lourdement dans le combiné, d'un ton incroyablement agacé, « Liam, s'il te plaît. Ton père et moi nous préparons pour un gala de charité très important. Je t'avais dit dès le départ que Chloé manquait d'éducation. Tu as fait ton lit, maintenant couche-toi dedans. Ne nous mêle pas à tes histoires dramatiques. Emploie une babysitter, tout simplement. » Et puis elle a raccroché. Cette tonalité de fin d'appel a été le moment précis où j'ai cessé d'être un fils pour de devenir un père. Exclusivement. J'ai engagé un avocat bon marché, je me suis battu dans le système judiciaire, j'ai finalisé le divorce et j'ai obtenu la garde exclusive et non contestée de Léo. J'ai complètement vidé le peu d'épargne retraite que j'avais pour payer les frais de justice. Je n'ai plus jamais demandé un centime à mes parents. Je ne leur ai plus jamais demandé une seule heure de babysitting. J'ai survécu grâce à du café bon marché, une volonté de faire et l'amour inconditionnel et immense que je ressentais chaque fois que Léo me souriait. Pendant 8 longues années, cela n'a été que nous deux contre le reste du monde. La vie n'était pas glamour. Nous livrions dans un petit appartement de 2 chambres, plein de courants d'air, près d'une autoroute bruyante. Je cumulais toujours 2 emplois épuisants, mais nous étions véritablement heureux. Je lui faisais des pancakes en forme de Mickey tous les dimanches matins. Je lui ai appris à faire du vélo sans petit trou sur le parking en asphalte craquelé et vide derrière mon entrepôt. Il était mon univers tout entier. Pendant ce temps, Julien enchaînait les échecs vers le haut. Il passait sans effort d'un emploi à un autre, accumulant des dettes de cartes de crédit massives en secret pour maintenir désespérément son train de vie à accent graveleuil et luxueux. Il louait toujours des voitures de sport qu'il ne pouvait pas s'offrir, portait toujours de grosses montres de créateurs, et mes parents le renflouaient toujours discrètement chaque fois que ses créanciers appelaient. Il a rencontré Elena il y a 3 ans. Elena était brillante, incroyablement intelligente, farouchement indépendante et l'unique héritière d'une immense fortune multigénérationnelle. Son père, Marcus, était le PDG très respecté d'une entreprise multimillionnaire. Julien avait pour ainsi dire décroché le jackpot absolu, et ma mère agissait comme si elle avait personnellement orchestré toute cette idylle grâce à son propre génie. Lorsque l'invitation de mariage lourde et gaufrée d'or est enfin arrivée dans ma boîte aux lettres délabrées, mon premier réflexe a été de la jeter directement à la poubelle. J'ai passé mon pouce calleux sur la calligraphie élégante. Monsieur Lam et son invité. Ils avaient délibérément mal orthographié mon nom, et ils savaient pertinemment que je n'avais pas d'invité à amener. C'était une pique subtile, hautement calculée et mesquine pour me rappeler ma place. Je me suis assis à ma petite table de cuisine, fixant l'épais papier. Je voulais désespérément décliner. Je voulais rester dans mon monde sûr, calme et prévisible avec mon fils. Mais c'est alors que Léo est entré dans la cuisine en tenant son dinosaure en plastique préféré. Il a vu l'enveloppe dorée et brillante briller sous la lumière de la cuisine. « C'est une invitation pour une fête, papa ?» a-t-il demandé, ses grands yeux écarquillés d'excitation. « C'est le mariage d'oncle Julien, mon pote ?» ai-je dit doucement, redoutant la question suivante. « On peut y aller ? S'il te plaît, papa. Je veux vraiment voir le gâteau géant, et je veux voir mamie. Je peux mettre ma jolie veste. » Ma poitrine s'est serrée douloureusement malgré tout ce qu'ils avaient fait. Malgré les années de froide indifférence, Léo voulait toujours une grand-mère. Il voulait désespérément une famille élargie. Il ne comprenait pas les courants sous-jacents complexes et profondément toxiques de mon sang. Il savait simplement qu'il avait des parents qu'il voyait rarement, et il voulait en faire partie.
J'ai regardé son visage plein d'espoir et d'innocence. J'ai ravalé ma fierté, refoulant la lourde angoisse au fond de mon estomac. J'ai décidé à ce moment précis que j'endurerais toutes les méchancetés passives, agressives et cruelles que ma famille me jetterait à la figure pendant une seule soirée, juste pour que mon fils puisse manger du gâteau raffiné, danser sur la musique et se sentir intégré à quelque chose de plus grand. J'ai coché la case, oui. Je l'ai renvoyé par la poste. C'était incontestablement la pire erreur de ma vie, mais c'était en même temps le catalyseur exact de la justice la plus formidable et la plus satisfaisante dont je serais témoin de toute mon existence. La guerre psychologique a commencé 3 jours avant le mariage. Julien m'avait appelé sur mon portable, d'un ton exceptionnellement agréable et fraternel, me demandant si je pouvais venir tôt sur le domaine historique où avait lieu la réception pour l'aider à mettre en place quelques touches personnelles et intimes. J'ai naïvement pris une journée de congé non payé à l'entrepôt, perdant ainsi des heures de salaire précieuses que je mettais habituellement de côté pour les futures études de Léo. Pensant que c'était peut-être la façon maladroite de Julien de me tendre une véritable branche d'olivier avant son mariage. Quand je suis arrivé dans l'immense et incroyablement impressionnant domaine en pierre où se tenait la réception, j'ai vite compris que je n'étais pas là en tant que frère. J'étais là en tant que main-d'œuvre gratuite et jetable. Julien se tenait sur la grande terrasse en marbre, portant des lunettes de soleil de marque coûteuse, sirotant tranquillement de l'eau pétillante dans une flûte en verre. Il m'a à peine regardé quand je me suis approché. Il a juste pointé un doigt manucuré vers un énorme camion de livraison qui tournait au ralenti dans l'allée de gravier. « Liam, super, tu es là. Écoute, les équipes du traiteur et des fleurs manquent de personnel aujourd'hui. J'ai besoin que tu décharges les centres de table de ce camion et que tu les apportes dans la salle de banquet principale. Fais extrêmement attention. C'est du cristal importé et ça coûte plus cher que ta voiture. » Il ne m'a pas tendu la main. Il n'a pas demandé comment Léo s'en sortait à l'école. Il a juste aboyé un ordre humiliant et s'est immédiatement remis à faire défiler son écran de téléphone. J'ai passé les 4 heures suivantes à suer à grosses gouttes sous la chaleur humide de l'été, à transporter de lourdes et encombrantes caisses en bois remplies de compositions florales complexes et de vases en cristal fragile sur 2 étages d'escalier en pierre raide. Le bas de mon dos me faisait terriblement souffrir et mon t-shirt en coton bon marché était complètement trempé de sueur, mais j'ai gardé la bouche fermée. J'ai essuyé mon front, j'ai soulevé la caisse suivante et je me suis répété que je faisais cela pour préserver la paix pour le bien de mon fils. Pendant ma seule pause de 10 minutes de l'après-midi, j'ai descendu le long couloir moquetté vers l'immense cuisine du domaine pour aller chercher un verre d'eau du robinet bien fraîche. Alors que je passais devant la luxueuse suite de la mariée, j'ai entendu des voix familières s'échapper dans le couloir. La lourde porte en chêne était légèrement entr'ouverte. Je me suis arrêté net. J'ai reconnu les voix immédiatement. C'était ma mère, Éléanore, et sa sœur aînée, ma tante Béatatrice. Tante Béatatrice avait toujours joué à la perfection le rôle de la tante maternelle douce et profondément bienveillante. À peine 1 heure plus tôt, alors que je luttais pour porter un carton lourd de flûte à champagne, elle était passée à côté de moi, m'avait tapoté affectueusement l'épaule moite et avait discrètement glissé un billet de $20 tout neuf dans la poche de mon jean. En murmurant doucement, « Achète quelque chose de sympa pour le petit Léo, mon chéri. Je sais que les temps sont toujours si durs pour toi. » J'avais ressenti un véritable élan de gratitude profonde. Mais debout en silence devant cette porte, à les écouter parler alors qu'elle pensait être seule, toute l'illusion s'est brisée en 1 million de morceaux tranchants. Je n'arrive absolument pas à croire que Liam se soit présenté ici aujourd'hui avec ses affreuses chaussures habillées toutes éraflées, a dit tante Béatatrice avec un rire sec, cruel et moqueur. Je lui ai donné $20 dans le couloir, juste pour voir l'expression de gratitude pathétique sur son visage. On aurait dit un chien errant affamé à qui on jette un os. C'est franchement embarrassant de le regarder. Ma mère a ricané bruyamment en signe d'accord. « Oh, ne gâche pas ton argent pour lui, Béa. Il va probablement tout dépenser en bière bon marché ou en jeux vidéo de toute façon. » J'ai tellement essayé de dire à Julien de ne pas l'inviter du tout, mais Julien a insisté avec brio. Il a dit qu'il avait désespérément besoin d'un bon contraste saisissant dans la salle pour paraître encore plus brillant et accompli devant la riche famille d'affaires d'Elena. Montrer le frère raté fait passer Julien pour quelqu'un qui a surmonté une tragédie. Eh bien, il est certainement la parfaite chute de l'histoire, a répliqué Béatatrice, la voix dégoulinant de venin. Est-ce que tu as entendu ce que Julien prévoit pour le toast principal demain soir? Bien sûr que oui, a dit ma mère fièrement, l'autosatisfaction rayonnant à travers le bois de la porte. Je l'ai même aidé à l'écrire hier soir. C'est absolument brillant.
Cela montrera clairement à Marcus et à Helena à quel point Julian s'est élevé au-dessus de ses origines modestes et tragiques. Liam n'est qu'un accessoire pratique pour demain. Rien de plus. Une fois le mariage terminé, nous n'avons pas besoin de lui adresser la parole avant Thanksgiving. J'ai complètement cessé de respirer. L'air a été aspiré hors de mes poumons. Le billet de $20 au fond de ma poche m'a soudain semblé être un morceau de charbon radioactif brûlant qui me consumait la peau. Il ne se contentait pas de me tolérer par obligation. Il complotait activement et malicieusement pour utiliser ma profonde douleur, mes luttes quotidiennes de père célibataire épuisé, comme un sketch comique pour rehausser le statut social de Julian. Et ma propre mère, the femme qui m'avait mis au monde, avait aidé à écrire ces blagues cruelles. Je me suis éloigné de la porte dans un silence absolu. Mes mains tremblaient si violemment que j'ai dû les plaquer à plat contre le papier peint du couloir pour me stabiliser. Une rage froide, sombre et terrifiante a commencé à monter du plus profond de mon estomac. Je voulais faire irruption dans cette suite. Je voulais hurler jusqu'à ce que ma gorge saigne. Je voulais leur jeter au visage tout ce qu'ils m'avaient fait subir, directement sur leur visage poudré à la perfection. Je ne l'ai pas fait. Je me suis forcé à respirer. Je suis retourné dehors, j'ai fini de décharger tout le camion dans un silence de plomb et je suis rentré chez moi. J'avais besoin d'avoir les idées parfaitement claires. Je savais que si je gâchais le mariage avant même qu'il ne commence, cela ne ferait que donner raison à leur version des faits. Ils me feraient passer pour le frère instable et jaloux. J'ai décidé d'y aller. Je protégerai farouchement Léo, et je survivrai à cette soirée la tête haute. Le matin du mariage fut un tourbillon chaotique d'énergie frénétique. J'ai repassé soigneusement mon costume gris anthracite dans le salon exigu pendant que Léo regardait les dessins animés du samedi matin. Je me suis agenouillé et je l'ai aidé à enfiler son petit blazer, ajustant les manches qui étaient un tout petit peu trop longues. « Tu ressembles exactement à James Bond, papa » a dit Léo, ajustant fièrement sa petite cravate à clip devant le miroir. J'ai forcé le plus grand et le plus convaincant des sourires, le regardant droit dans les yeux, « Et toi, tu as une classe folle, mon grand. Rappelle-toi des règles pour aujourd'hui. Rester près de toi, parler doucement et manger autant de gâteaux que possible, a-t-il récité à la perfection, souriant jusqu'aux oreilles. Exactement. J'ai embrassé son front, essayant désespérément de refouler l'angoisse lourde et étouffante qui me tordait la poitrine. Quand nous sommes enfin arrivés sur les lieux dans ma berline cabossée, l'atmosphère respirait une richesse étouffante. Un quatuor à cordes jouait de la musique classique près d'une immense fontaine de champagne lumineuse sur la pelouse. Des voituriers professionnels en uniforme impeccable s'activaient, garant une procession infinie de rutilantes Mercedes, BMW et Tesla. Puis, arrivant directement devant l'entrée au tapis rouge, il y avait Julian. Il est descendu de sa Porsche de location, ajustant ses boutons de manchette de luxe, ressemblant exactement à une star de cinéma arrivant à une première. Nous avons marché lentement vers les grandes portes d'entrée. Derek, Julian est témoin incroyablement odieux de Julian et son éternel complice, se tenait près de la porte avec un bloc-notes. Derek m'avait toujours détesté, principalement parce que je ne riais jamais à ces blagues douteuses de lycéens attardés. Il m'a toisé, ses yeux s'attardant intentionnellement sur les manches légèrement élimées de ma veste et mes chaussures usées. Liam, waouh, tu es venu, a ricané Derek bruyamment, s'assurant que les invités autour de nous entendent. Franchement, je ne savais pas si tu venais pour la cérémonie ou si le responsable du traiteur t'avait appelé pour faire la vaisselle en urgence à l'arrière. Quelques-uns des autres garçons d'honneur debout à côté ont ricané, se donnant des coups de coude. J'ai regardé Derek droit dans les yeux. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas détourné le regard. Je suis ici pour mon frère, Derek. Maintenant, pousse-toi et excuse-moi. J'ai posé ma main fermement et de manière protectrice sur l'épaule de Léo et je l'ai guidé au-delà du groupe d'hommes adultes qui riaient comme des brutes de cour de récréation. J'ai gardé la tête haute et le dos droit, mais intérieurement, je perdais déjà tout mon sang. La tempête n'avait même pas commencé et je prenais déjà l'eau de toutes parts. J'ai juste prié pour que la réception passe vite. J'ai prié tout ce qui pouvait m'entendre pour que nous puissions simplement manger notre dîner, applaudir poliment et disparaître dans la nuit, là d'où nous venions, loin de ces monstres. Je n'avais absolument aucune idée que le véritable ouragan nous attendait à la table 9. Nous sommes entrés dans la spectaculaire grande salle de bal pour trouver nos places attribuées. Le plan de table était un miroir vintage massif et incroyablement orné, avec les noms des invités écrits dans une élégante calligraphie dorée.
Je me suis tenu devant et j'ai lentement fait glisser mon doigt le long de la liste. La table 1 était celle des mariés. Les tables 2 et 3 étaient strictement réservées à la famille prestigieuse d'Elena et aux riches cadres de l'entreprise de Marcus. La table 4 était celle de mes parents et de leurs amis snobs du country club. J'ai continué à faire défiler vers le bas. Table 8, table 9. C'était écrit tout en bas, Liam et Léo. Je me suis retourné et j'ai balayé la pièce immense du regard. La table 9 était reléguée de force tout au fond, complètement dans l'ombre, partiellement masquée par un énorme pilier porteur. Elle était située directement dans le couloir à courant d'air menant aux toilettes publiques. Chaque fois que les lourdes portes en bois de la cuisine s'ouvraient, nous étions frappés de plein fouet par le vacarme des assiettes et la forte odeur chimique de liquide vaisselle industriel. Assis maladroitement à notre table, il y avait quelques cousins éloignés âgés qui parlaient à peine anglais, et 2 chaises vides. Nous étions littéralement placés au niveau le plus bas de la hiérarchie sociale. C'était la manifestation physique et indéniable de la place exacte que j'occupais dans le cœur de ma mère. La toute dernière. Nous nous sommes assis en silence. Les salades en entrée étaient déjà servies dans les assiettes. La laitue était légèrement flétrie et la vinaigrette s'était dissociée, visiblement dressée des heures plus tôt tandis que les tables VIP avaient droit à des plats frais. « Papa, je peux aller dire bonjour à mamie maintenant ?» a demandé Léo avec impatience, pointant son petit doigt vers la table 4 près de la scène. Ma mère y régnait en maître, vêtue d'une superbe robe sur mesure vert émeraude, riant bruyamment avec une femme couverte de diamants. « Attendons que le dîner soit terminé, Léo. Mamie est très occupée à parler à ses amis en ce moment, ai-je dit doucement, essayant de le protéger d'un rejet inévitable. Juste à ce moment-là, ma mère s'est levée brusquement de sa table pour se diriger vers la suite de la mariée. Son chemin la faisait passer juste à côté de notre coin au fond, juste devant la table 9. Elle marchait d'un pas vif, le menton levé, les yeux fixés sur la porte. « Mamie !»« Salut, mamie !» a crié Léo joyeusement, agitant sa petite main en l'air. Ma mère n'a même pas tourné la tête. Elle n'a pas ralenti. Elle a continué à marcher, ses talons hauts de marque claquant sèchement sur le sol en marbre poli. Elle a complètement ignoré son propre petit-fils. Elle est passée devant nous comme si nous étions des fantômes invisibles. La main de Léo est doucement retombée sur la table. Il m'a regardé, les yeux écarquillés et profondément troublés. Elle ne m'a pas entendu, papa ? J'ai parlé assez fort pourtant. Il y a juste beaucoup de bruit ici avec la musique, mon grand. Elle ne t'a tout simplement pas entendu, ai-je menti effrontément. Ma poitrine me brûlait d'un mélange familier et toxique de rage blanche et de chagrin écrasant. J'ai regardé à travers la pièce bondée et j'ai brièvement croisé le regard de mon oncle Raymond. Il était confortablement assis à la table 5. Il avait vu toute la scène. Il savait exactement ce que ma mère venait de faire délibérément. Mais au lieu de dire quoi que ce soit, au lieu de venir saluer son neveu, Raymond s'est contenté d'ajuster nerveusement sa cravate en soie, évitant totalement mon regard pour fixer intensément son verre d'eau. La lâcheté absolue et pathétique de ma famille était stupéfiante. Le dîner a semblé durer une éternité douloureuse. Je me suis forcé à avaler le poulet sec et trop cuit. J'ai soigneusement aidé Léo à couper sa nourriture en petits morceaux. J'ai poliment discuté de la pluie et du beau temps avec les vieux cousins. J'ai concentré chaque once d'énergie à garder mon fils heureux et distrait, agissant comme un bouclier humain contre la froideur glaciale qui émanait du reste de la pièce. Puis les lustres se sont tamisés. La musique d'ambiance douce s'est éteinte complètement. Un serveur en gants blancs a apporté un pied de micro élégant et l'a placé au centre de la piste de danse. C'était l'heure des discours. Derek, le témoin, est passé en premier. Il a pris le micro, a raconté quelques blagues légèrement déplacées qui ont mis mal à l'aise les invités les plus âgés, a parlé interminablement de la façon dont Julien était doué pour le golf et pour conclure des contrats, et a finalement levé son verre. C'était du classique, du prévisible discours de témoin. Puis Julien s'est levé avec assurance. Il a boutonné sa veste et a marché lentement vers le centre de la piste de danse. Le projecteur l'a frappé parfaitement, l'illuminant comme un dieu. Il était incroyablement beau, débordant de confiance et respirant le pouvoir. Elena était assise à la table d'honneur, le regardant avec un amour sincère et profond dans les yeux. J'ai ressenti un pincement de pitié profonde pour elle. Elle était brillante, mais elle n'avait absolument aucune idée de qui elle épousait réellement. Elle épousait un mirage.
Merci infiniment à tous d'être ici ce soir, a commencé Julien, sa voix incroyablement douce, grave et parfaitement travaillée. On dit qu'un homme est jugé à la compagnie qu'il fréquente. En regardant cette magnifique salle ce soir, la famille incroyable et d'un grand soutien d'Elena, mes parents merveilleux et aimants, je me sens vraiment comme l'homme le plus chanceux de la Terre. La foule a poussé un « oh » collectif. Ma mère a essuyé de façon théâtrale une larme imaginaire au coin de son œil avec un mouchoir en soie. Elena, tu es mon roc absolu, a poursuivi Julien avec douceur, se tournant entièrement vers sa mariée. Tu m'as montré ce que signifie un véritable partenariat à parts égales. Tu m'as montré ce que signifie bâtir un héritage ensemble, dans le respect mutuel, l'ambition et la dignité. C'était un discours indéniablement bon. Il touchait toutes les bonnes cordes sensibles. Pendant une brève et stupide seconde, j'ai relâché mes épaules tendues. J'ai bu une gorgée d'eau glacée. Peut-être, pensais-je, avais-je mal entendu tant de béatatrices dans le couloir. Peut-être Julien avait-il décidé d'être plus digne et de ne pas m'impliquer. Peut-être cette soirée se terminerait-elle tranquillement et pourrions-nous rentrer chez nous en paix. La famille, c'est absolument tout, a dit Julien, faisant quelques pas sur la piste de bois verni, tenant le micro avec désinvolture. En grandissant, mes parents formidables m'ont appris la valeur essentielle du travail acharné, de la réussite et du maintien d'exigences élevées. Il s'est arrêté net. Il a pivoté légèrement, s'éloignant d'Elena pour s'orienter directement vers le fond sombre de la salle, vers les portes battantes de la cuisine, vers les toilettes, vers la table neuve. Le technicien d'éclairage, visiblement briefé et entraîné à l'avance, a soudain élargi le faisceau lumineux. La lumière blanche, crue et éblouissante, a transpercé violemment l'obscurité pour illuminer ma table à la vue de tous. Chaque personne aux tables de devant a tourné la tête à l'unisson pour suivre le projecteur. Le sourire charmeur de Julien a changé instantanément. Il a perdu toute sa chaleur pour se tordre en un rictus carnassier, tranchant et calculé. Et en parlant d'exigences élevées, a dit Julien, sa voix prenant un ton fort, moqueur et théâtral qui résonnait sur les murs. Je veux prendre un moment pour saluer tout particulièrement mon grand frère, Liam. Le silence dans la pièce a radicalement changé. Ce n'était plus le silence poli et attentif d'un discours de mariage. C'était le silence lourd, étouffant et lourd de menaces qui précède un terrible accident de voiture. J'ai senti les poils de ma nuque se hérisser. À côté de moi, Léo s'est redressé, un immense sourire aux lèvres, ravi d'entendre le nom de son père dans les haut-parleurs. J'ai fixé Julien intensément, piégé comme un cerf dans les phares d'une voiture. La tempête était enfin là. Le piège s'était refermé, et il n'y avait plus aucun endroit où se cacher. La lumière blanche et éblouissante du projecteur professionnel me clouait littéralement sur ma chaise branlante et bon marché de la table neuve. C'était si intense, si agressif et d'une luminosité si violente que, pendant une fraction de seconde, je ne distinguais que la silhouette nette et lumineuse de mon jeune frère debout au centre de la piste de danse en bois ciré. Julien tenait le micro noir élégant avec décontraction dans sa main droite. Sa posture détendue le faisait ressembler à un humoriste chevronné attendant que la chute finale de sa blague touche son public impatient. Toute la salle 200 des personnes les plus riches, les plus influentes et les mieux connectées de la ville, parmi lesquelles des cadres d'entreprises impitoyables. Des magnats de l'immobilier commercial et ma famille superficielle profondément obsédée par le statut social a tourné la tête dans un ensemble parfait pour me dévisager. Et en parlant de normes incroyablement élevées, la voix de Julien a résonné dans le système de sonorisation de pointe de la salle, rebondissant sur les plafonds voûtés et les lustres en cristal importés. Je veux prendre un moment spécial ce soir pour saluer tout particulièrement mon grand frère, Liam. Mon cœur n'a pas seulement raté un battement. Il s'est complètement arrêté dans ma poitrine, me coupant la respiration. À côté de moi, mon fils de 8 ans, Léo, s'est redressé de tout son long sur sa chaise. Son petit visage, d'ordinaire si réservé face à ma famille, s'est illuminé d'une joie pure et innocente. Il croyait sincèrement que son oncle allait dire quelque chose de merveilleux. Il pensait qu'enfin, après des années à être ignoré et mis à l'écart à chaque repas de Thanksgiving et chaque matin de Noël, son père recevait la reconnaissance publique et l'amour qu'il méritait. Léo a même souri, ses yeux grands ouverts et brillants dans la pénombre de la salle de bal. Le sourire charmeur et entraîné de Julien s'est lentement mué en quelque chose de totalement méconnaissable. C'était un rictus froid, calculé et cruel. C'était exactement le même regard qu'il me lançait quand nous étions enfants, juste avant de casser un vase coûteux de ma mère pour ensuite rejeter la faute sur moi sans ciller.
Il s'est légèrement penché vers le micro, plongeant ses yeux directement dans les miens à travers le faisceau aveuglant du projecteur. Liam a toujours été un exemple unique et intéressant pour moi, a continué Julian, d'un ton dégoulinant de sarcasme lourd et condescendant qui se faisait passer pour une taquinerie fraternelle. C'est un père célibataire, complètement seul au monde, dont absolument personne d'autre ne veut. Je veux dire, regardez-le, assis tout là-bas dans son coin sombre, portant un costume qu'il a probablement déniché dans un rayon de friperie en solde. Un murmure collectif de rire confus a doucement parcouru les tables VIP du devant. Ce bruit était physiquement écœurant. Mon estomac s'est effondré comme un bloc de plomb, traversant le plancher pour s'écraser dans les fondations en béton du bâtiment. J'ai cru que j'avais mal entendu. Je voulais désespérément, frénétiquement croire que l'acoustique de cette salle immense me jouait simplement des tours cruels. Je voulais croire que ma propre famille ne franchirait pas cette ligne rouge définitive. Mais Julian a continué, sa voix se faisant nettement plus forte, plus arrogante et plus assurée, se nourrissant activement de l'énergie hésitante de cette assemblée de riches. Mais sérieusement, applaudissons-le ce soir. Il faut un courage phénoménal et incroyable pour se présenter ici aujourd'hui, pour s'asseoir dans une pièce remplie de gens qui ont réussi alors que votre propre vie est un tel désastre absolu et sans nom. Applaudissez bien fort le parfait contre-exemple, mon grand frère, Liam. Les rires hésitants et polis se sont soudain métamorphosés en un immense grondement assourdissant. Toute la salle de bal a éclaté de rire. Ce n'était pas un rire de mariage poli. C'était un rire féroce, profond, sans filtre et vicieusement moqueur. Des personnes aux tables VIP de devant, des gens que je n'avais jamais rencontrés, trinquaient avec leur coupe de champagne coûteuse comme si Julian venait de livrer la blague la plus drôle et la plus brillante du siècle. J'ai été complètement paralysé. Mes mains serraient le bord de la nappe si fort que mes articulations étaient devenues blanches et que mes ongles s'enfonçaient douloureusement dans mes paumes. La chaleur m'est montée violemment au visage, me brûlant les joues, tandis que mes oreilles sifflaient de manière stridente. J'avais l'impression d'avoir reçu un coup de batte de baseball en pleine mâchoire. J'avais l'impression d'être debout, complètement nu, face au peloton d'exécution de ma propre famille. Ce n'était pas juste une remarque méchante lancée au hasard. C'était une exécution publique de ma personne, minutieusement orchestrée pour rehausser le prestige de Julian devant ses nouveaux beaux-parents fortunés. Puis j'ai senti une petite traction tremblante sur la manche de ma veste de costume bon marché. J'ai lentement tourné la tête, luttant contre le choc paralysant. Léo me regardait. Son sourire joyeux, excité et plein d'espoir avait totalement disparu, rapidement remplacé par une expression de confusion pure, dévastatrice et déchirante. Ses petits sourcils étaient froncés, et sa lèvre inférieure tremblait de façon incontrôlable. Sa voix innocente a transpercé le vacarme assourdissant des 200 adultes qui riaient à nos dépens. « Papa » a chuchoté Léo, la voix brisée par l'émotion. « Pourquoi oncle Julian dit ces choses méchantes sur toi? Pourquoi tous ces gens rient de toi ?» Avant même que je ne puisse avaler la boule d'angoisse qui m'étouffait la gorge, la voix de ma mère a transpercé l'air comme une lame dentelée. Eleanor n'avait même pas besoin de micro. Elle s'est levée fièrement de sa place d'honneur à la table 4, ajustant brusquement le bustier de sa robe sur mesure vers émeraude, s'assurant que sa voix stridente porte parfaitement par-dessus les vagues de rire persistantes. « C'est un produit d'occasion », a hurlé ma mère à plein poumon, pointant un doigt parfaitement manucuré directement dans ma direction pour que tout le monde sache de qui elle parlait. Mais bon, au moins il est resté caché tout au fond près des toilettes et n'a pas gâché les photos professionnelles du mariage avec sa tête déprimante. Les rires dans la salle se sont fait plus acérés. Ils sont devenus infiniment, exponentiellement plus cruels. C'était ce genre de rire ciblé et destructeur qui vous met totalement à nu, qui vous transperce la peau et réduit vos os en poussière. Ce fut le moment charnière de mes 34 ans de vie où j'ai réalisé avec une clarté absolue et terrifiante que ces gens ne me considéraient pas comme un être humain. Ils ne me considéraient pas comme un membre de la famille. Ils me voyaient strictement comme un divertissement, comme un punching ball bien pratique destiné à les faire se sentir largement supérieurs dans leur vie vide et superficielle. Ma propre mère, la femme qui m'avait porté pendant 9 mois, la femme qui était censée m'aimer inconditionnellement et me protéger de la cruauté du monde, venait de valider et d'amplifier publiquement mon humiliation. Elle avait activement, joyeusement participé au massacre de ma dignité sous les yeux de mon petit garçon. J'ai cherché frénétiquement du regard dans la pièce, scrutant cette mer infinie de visages hilars et lourdement botoxés, espérant trouver une seule personne dotée d'un reste de décence humaine. J'ai regardé l'oncle Raymond. Il fixait obstinément son assiette de salade à moitié vide,
les épaules voûtées dans une lâcheté absolue. J'ai regardé Derek, le témoin, qui était pratiquement plié en deux, se tapant la cuisse de rire. J'ai pensé aux doubles journées éreintantes et interminables dans l'entrepôt logistique glacial. J'ai pensé aux innombrables nuits passées debout jusqu'à 3 heures du matin à étudier pour des certifications en ligne, juste pour essayer d'obtenir un salaire légèrement meilleur pour mon fils. J'ai pensé au divorce brutal, à la bataille juridique épuisante et terrifiante pour obtenir la garde exclusive, au moment d'angoisse assis à ma table de cuisine en me demandant comment j'allais payer la facture d'électricité pour que Léo ait du chauffage en hiver. J'avais absolument tout sacrifié pour être un père bon et honnête. Et en 30 secondes, ma famille venait de transformer l'œuvre de toute ma vie en une blague vulgaire et bon marché devant une salle remplie d'inconnus. J'ai rabaissé les yeux vers Léo. Une seule grosse larme a coulé lentement le long de sa joue, venant s'écraser en silence sur le revers de son petit blazer bleu marine. Cette seule larme a été le catalyseur exact dont j'avais besoin. Le choc paralysant s'est instantanément évaporé de mes veines, rapidement remplacé par une détermination froide, tranchante et inébranlable comme du titane. La pire chose absolue que l'on puisse faire à un père dévoué est de faire du mal à son enfant innocent. J'ai repoussé ma chaise avec violence. Elle a raclé le sol en marbre poli dans un grincement strident et terrible. Je ne me souciais plus de faire une scène. Je me moquais de gâcher l'esthétique soigneusement étudiée de leur parfaite soirée à $1 million. J'allais me lever, prendre la main de mon fils, franchir ses lourdes portes en chêne et ne plus jamais revenir de toute ma vie. J'étais prêt à couper définitivement tous les ponts avec cette lignée toxique et malade. Je me suis redressé de toute ma hauteur, lissant le devant de mon costume bon marché avec une précision délibérée. Je me suis penché et j'ai délicatement refermé ma grande main calleuse sur les petits doigts tremblants de Léo. « Viens, mon grand », ai-je dit doucement, ma voix étant miraculeusement stable et exempte de la panique qui me déchirait de l'intérieur. On s'en va. On rentre à la maison. J'ai tourné le dos au projecteur aveuglant. J'ai fait exactement un pas décisif vers le panneau de sortie rouge et lumineux. Et c'est alors qu'un sifflement de l'arsène aigu, assourdissant et déchirant a percé l'air avec violence, résonnant douloureusement dans les haut-parleurs et forçant plusieurs invités à se boucher les oreilles. Les rires se sont éteints instantanément. C'était comme si quelqu'un avait coupé le disjoncteur général, plongeant toute la pièce chaotique dans un silence total et absolu. Je me suis arrêté net et me suis retourné lentement. Elena, la magnifique et incroyablement riche mariée, s'était levée de la grande table d'honneur. Elle ne semblait pas du tout amusée. Elle n'avait pas l'air embarrassée ou troublée. Elle paraissait absolument, terrifiantement furieuse. Son visage était pâle. Sa mâchoire était serrée comme de la pierre. Et ses yeux brûlaient d'une intensité froide et terrifiante qui imposait une soumission immédiate. Elle n'a pas regardé la foule. Elle n'a pas regardé ma mère. Elle a rassemblé d'une main le tissu de soie lourd et coûteux de sa robe de mariée sur mesure, a traversé la piste de danse d'un pas ferme et déterminé vers Julian, et lui a arraché le micro des mains avec une force agressive et indéniable. Julian a reculé d'un pas maladroit, l'air totalement hébété et ridicule. Son sourire arrogant s'est instantanément effondré, remplacé par une expression de panique et de confusion sincère. « Elena, chérie, qu'est-ce que tu fais ?» C'était juste une blague, enfin. Elena ne lui a pas répondu. Elle lui a complètement tourné le dos, le reléguant au rang d'insignifiance totale. Elle a fait face à la foule immense, tenant le micro avec la prise assurée et terrifiante d'un PDG chevronné sur le point de licencier tout un conseil d'administration. Le silence dans la pièce n'était pas seulement calme. C'était un vide lourd et étouffant. On pouvait littéralement entendre la glace fondre dans les verres d'eau en cristal. Je suis resté immobile près de la table 9, serrant toujours fermement la main de Léo, le cœur battant à tout rompre dans ma poitrine. Je pensais que le pire était passé. Je pensais que le drame avait atteint son apogée. Je me trompais si lourdement. La véritable destruction, la mise à mort totale de toute l'existence de mon frère, allait tout juste commencer. Elena se tenait fermement au centre de la grande salle de bal, sa robe blanche immaculée brillant d'une lueur céleste sous les lustres tamisés. Elle dégageait une présence imposante, écrasante, qu'on ne peut tout simplement pas acheter avec de l'argent récent. C'était ce genre d'autorité féroce et inébranlable dont on hérite après avoir passé sa vie à regarder d'immenses empires financiers être bâtis avec agressivité et démantelés sans pitié par son propre père. Elle a lentement porté le micro à ses lèvres. Sa voix, lorsqu'elle a enfin parlé, ne tremblait pas d'une hystérie déplacée. Elle n'était ni émotive,
ni larmoyante. Elle était d'un froid glacial, parfaitement articulée, et d'une stabilité impitoyable et terrifiante. J'étais tout à fait prête à signer un acte de mariage légal aujourd'hui, a commencé Elena, ses mots tranchants coupant le silence de mort de la pièce comme un scalpel chirurgical parfaitement aiguisé. J'étais prête à lier ma vie, l'immense héritage de ma famille et mon avenir financier à Julian. Je croyais sincèrement épouser un homme ambitieux, un homme intègre et doté d'un caractère solide. Elle s'est arrêtée délibérément, laissant ses mots lourds de sens planer dans l'air pour un impact maximal. Derrière elle, Julian s'est agité, mal à l'aise, son visage se vidant rapidement de tout son sang au point de paraître physiquement malade. Il a tendu une main tremblante pour lui toucher le bras, murmurant quelque chose de frénétique et désespéré que le micro n'a pas tout à fait capté. Mais Elena a repoussé sa main d'un geste sec et agressif, sans même daigner le regarder. Cependant, a poursuivi Elena, projetant sa voix puissamment jusqu'au fond de la pièce, dirigeant son regard droit vers la table VIP de ma mère. Juste avant la cérémonie cet après-midi, l'avocat d'affaires principal de mon père m'a remis un dossier juridique extrêmement détaillé et profondément troublant. Un dossier compilé par une équipe de détectives privés. Un dossier contenant la vérité absolue, brute et documentée sur l'homme qui se tient derrière moi. Un soupir théâtral et collectif a rapidement parcouru la foule aisée. Ma mère, Eleanor, a agrippé le bord de sa table à deux mains, sa robe vert émeraude perdant soudain tout son air royal pour ressembler à un déguisement bon marché et désespéré. Elena a légèrement tourné la tête, jetant un regard de dégoût absolu à Julian par-dessus son épaule. Julian adore parler longuement de normes élevées. Il adore se vanter auprès de tous les amis de mon père de sa carrière lucrative et trépidante dans l'immobilier commercial. Il adore parader en ville dans sa Porsche noire de jet flambant neuve. Mais voici la réalité des faits, mesdames et messieurs. Elena a glissé sa main avec fluidité dans une poche cachée dans les coutures de sa robe et en a sorti une épaisse liasse de documents juridiques blancs et impeccables. Elle les a brandis bien haut pour que toute la salle les voie, les secouant légèrement pour faire bruisser le papier devant le micro. Julian n'a pas de carrière dans l'immobilier commercial, a annoncé Elena d'une voix puissante et décisive. Il a été licencié discrètement et sans cérémonie il y a 3 mois pour incompétence grave, insubordination et soupçon de détournement de fonds de l'entreprise. Cette magnifique Porsche brillante garée sur le tapis rouge dehors? Elle est sous un contrat de location écrasant, les paiements sont incroyablement en retard, et elle fait l'objet d'une procédure active de saisie judiciaire à l'heure où nous parlons. Quant à ses costumes de marque coûteux qu'il porte pour avoir l'air d'un millionnaire. Elle s'est tournée complètement vers Julian, qui tremblait maintenant de façon visible, ses cheveux parfaitement gélifiés paraissant soudain ébouriffés sous l'effet d'une panique totale. On aurait dit un cerf face au phare d'un train de marchandises. Tu es actuellement noyé sous plus de 250 000 $ de dettes de cartes de crédit secrètes à taux d'intérêt élevés et d'emprunts personnels usuraires, a déclaré Elena, lisant les chiffres exacts directement depuis le résumé juridique qu'elle tenait en main. Tu as une facture de carte de crédit de 45 000 $ provenant uniquement de vacances à Aspen que tu prétendais être un voyage d'affaires entièrement pris en charge par ton entreprise. Tu as contracté un prêt de 15 000 $ juste pour acheter la Rolex qui se trouve actuellement à ton poignet. Tu fais face activement à une poursuite civile massive de la part de ton ancien employeur. Tu m'as menti sur ton salaire. Tu m'as menti sur tes promotions. Tu comptais utiliser notre mariage, et plus particulièrement le fonds fiduciaire irrévocable et privé de ma famille, comme ton plan de sauvetage financier personnel pour t'éviter une ruine absolue et imminente. La salle de bal a immédiatement sombré dans un chaos totalement incontrôlable. Les chuchotements choqués se sont transformés en conversations bruyantes, frénétiques et confuses. Les femmes de la haute société touchaient presque leur collier de perles en s'éventant. Marcus, le père d'Elena et l'impitoyable PDG d'un empire technologique multimillionnaire, restait parfaitement détendu à la table 2, les bras croisés sur la poitrine. Son visage était totalement dénué d'émotion, observant calmement l'exécution publique méticuleuse qu'il avait de toute évidence orchestrée en coulisses. La façade arrogante et intouchable de Julian s'est complètement et totalement effondrée. Il ressemblait à un animal terrifié, acculé et pathétique. Elena, s'il te plaît, je peux tout expliquer. C'est juste un problème de trésorerie temporaire. Je t'aime. Tu ne peux pas me faire ça devant tous ces gens. Pas aujourd'hui. Tu n'as pourtant pas eu le moindre problème à humilier ta propre famille devant tous ces gens, a répliqué Elena, sa voix montant enfin d'un ton, chargée d'une colère pure et légitime. Elle s'est détournée de Julian, ignorant totalement son existence,
et a commencé à traverser l'immense piste de danse pour se diriger droit vers le coin sombre, droit vers la table 9, droit vers moi et Léo. La foule d'invités fortunés s'est littéralement écartée devant elle comme la mer Rouge. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes lorsqu'elle s'est arrêtée juste devant nous. Elena a baissé les yeux vers Léo, et son attitude froide de femme d'affaires impitoyable s'est instantanément évaporée, s'adoucissant en une chaleur sincère. Elle s'est légèrement accroupie, sa robe de prix s'étalant sur le sol, pour se mettre exactement à la hauteur de mon fils terrifié. « Salut Léo », a-t-elle dit d'une voix incroyablement douce et apaisante. « Ton oncle a eu grandement tort ce soir. C'est un menteur. Je veux que tu m'écoutes très attentivement. » « D'accord », a hoché lentement Léo, ses grands yeux écarquillés d'émerveillement. Elena s'est redressée, a carré ses épaules et m'a regardé droit dans les yeux. Puis elle a de nouveau levé le micro, s'assurant que sa voix porte avec une autorité absolue. « Liam », a-t-elle dit, veillant à ce que chaque personne dans la pièce l'entende distinctement. « Tu portes un costume qui n'a peut-être pas été taillé sur mesure en Italie, mais tu le portes avec un honneur et une dignité incroyables. Tu cumules 2 emplois épuisants et éreintants pour subvenir aux besoins de ta famille. Tu as mené une bataille juridique brutale et moralement épuisante pour obtenir la garde de ton fils, parce que tu as absolument refusé de l'abandonner quand les choses sont devenues difficiles. Tu mets chaque centime que tu gagnes de côté pour les études de ce petit garçon. Tu ne mens pas. Tu ne voles pas. Tu es un vrai père. Tu es un vrai homme. Et tu vaux 10 fois tous les lâches qui se tiennent sur cette scène. » J'ai senti une immense et écrasante vague d'émotions m'envahir. Je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais pas prononcer un seul mot. Je suis resté là, serrant la main de Léo comme une bouée de sauvetage, sentant la brûlure des larmes prêtes à déborder de mes paupières. Pendant 8 longues et douloureuses années, ma propre famille m'avait répété sans cesse que j'étais un raté total. Pendant 8 ans, j'avais vécu en silence dans l'ombre, profondément convaincu que je ne valais rien. Et là, devant les personnes même qui venaient de se moquer de moi, une femme dotée d'un immense pouvoir et d'une grande richesse venait de valider toute mon existence. Elena a tourné son regard féroce et brûlant vers la table 4, vers ma mère qui restait figée sur sa chaise. « Et quant à vous, Eleanor » a dit Elena d'une voix plus grave, terrifiantement calme et incroyablement meurtrière. « Se tenir là dans votre robe coûteuse et qualifier joyeusement votre propre fils de produit d'occasion, tout en cautionnant, finançant et protégeant aveuglément un parasite menteur et frauduleux comme Julien. Cela me dit absolument tout ce que j'ai besoin de savoir sur la nature profonde et la faillite morale de cette famille. Je n'associerai ni mon nom, ni ma réputation, ni l'héritage futur de ma famille à une lignée qui considère la cruauté comme de l'humour et la tromperie comme une stratégie. » Ma mère a ouvert la bouche pour parler. Son visage a viré au violet sombre sous l'effet d'une rage folle et d'un embarras profond, mais aucun son n'est sorti. Elle était complètement, absolument réduite au silence par le poids écrasant de la vérité. Elena est revenue lentement au centre de la pièce. Elle s'est tenue juste devant Julien, qui pleurait désormais à chaudes larmes, le visage baigné de pleurs, la suppliant de ne pas ruiner sa vie. Elena n'a même pas scié. Elle a levé sa main gauche, a fait glisser avec fluidité l'énorme bague de fiançailles en diamant de 4 carats sans défaut de son doigt, et l'a tenue suspendue dans les airs pendant un bref instant insoutenable. « Ce mariage est officiellement annulé », a déclaré Elena. Elle a lâché la lourde bague en diamant. Elle a heurté le parquet ciré dans un tintement sec, distinct et lourd qui a résonné fort dans la pièce plongée dans un silence de mort. Elle a jeté le micro juste à côté, a pivoté sur ses talons et a marché droit vers la sortie sans jamais regarder en arrière. Faisons une pause un instant. Merci d'être resté avec moi jusqu'ici. Vous êtes vraiment formidable. S'il vous plaît, aidez-moi en aimant la vidéo et en commentant le chiffre 1 ci-dessous pour que je sache que vous avez suivi mon histoire jusqu'à ce point. Cela permet non seulement à plus de personnes de découvrir cette histoire, mais cela me montre aussi que ce que j'ai vécu a du sens pour quelqu'un. Votre soutien est ma plus grande source de motivation pour continuer à partager la suite de cette aventure. Les conséquences chaotiques immédiates après qu'Elena a franchi avec force ses lourdes portes en chêne sont des souvenirs que je garderai gravés de façon extrêmement vive pour le reste de mes jours. Toute la grande salle de bal est restée suspendue dans un état étrange de choc et de paralysie collective. Absolument personne ne bougeait un cil. Le quatuor à cordes dans le coin avait complètement arrêté de jouer, leurs archets flottant maladroitement au-dessus des cordes. Les serveurs du traiteur restaient figés comme des statues contre les murs, tenant des plateaux d'argent remplis d'un champagne coûteux que personne n'allait boire.
Julien est tombé lourdement à genoux sur la piste de danse. Il cherchait désespérément sur le parquet la bague en diamant qu'Elena avait jetée, pleurant de façon hystérique, les mains tremblant violemment. Son smoking italien parfaitement ajusté était froissé et ruiné. Ses cheveux étaient trempés de sueur. La façade si soigneusement construite de l'enfant prodige, du brillant magnate de l'immobilier, du fils parfait, s'était définitivement brisée en 1 million de morceaux irréparables sous les yeux de tout le monde. Ma mère, Éléanore, est enfin sortie de sa torpeur humiliée. Elle s'est presque extirpée de sa chaise, sa robe émeraude de prix s'enroulant maladroitement autour de ses chevilles. Elle a couru frénétiquement vers la table 2, ignorant complètement son propre fils en larmes, se dirigeant directement vers Marcus, le père d'Elena, qui sirotait toujours calmement son vieux scotch. Marcus. Marcus. S'il vous plaît, vous devez m'écouter. Nous pouvons arranger ça, a supplié ma mère bruyamment. Sa voix était stridente, désespérée, totalement dénuée de sa sophistication habituelle de country club. C'est juste un énorme malentendu. Julien est un garçon bien, intelligent. Nous pouvons rembourser ses petites dettes. Nous avons de la valeur sur notre maison. Ne laissez pas Elena faire ça à nos familles. Pensez au scandale public. Marcus a lentement posé son lourd verre en cristal sur la table. Et ne s'est pas levé. Il n'a pas haussé la voix. Il n'a pas montré la moindre once de pitié. Il a levé les yeux vers ma mère avec ce genre d'indifférence glaciale et implacable que l'on ne voit que lors d'OPA hostiles. Éléanore, a dit Marcus, sa voix grave et rauque portant facilement à travers la pièce silencieuse. Votre fils est un imposteur pathologique, et vous êtes une femme profondément malveillante et stupide. Si Julien tente de recontacter ma fille, que ce soit par téléphone, par email ou par un intermédiaire, je veillerai personnellement à ce que le procès en cours contre lui comprenne un audit financier approfondi de la moindre transaction que votre famille ait jamais effectuée. Mon équipe de sécurité privée va vous escorter, vous et votre fils, hors de cet établissement immédiatement. Ne faites pas de scène. Ma mère a reculé physiquement comme si elle venait d'être violemment giflée. La ruine sociale absolue qu'elle avait toujours redoutée, la perte de son précieux statut, venait de se matérialiser sous les yeux de 200 de ses pairs les plus influents. Elle a regardé frénétiquement autour de la pièce, essayant désespérément de croiser le regard de ses amis fortunés, espérant que quelqu'un intervienne ou lui apporte son soutien. Mais tous ont détourné le regard avec insistance. Certains lui ont littéralement tourné le dos. Personne ne voulait être associé à la famille tombée en disgrâce qui venait de tenter une arnaque financière contre l'empire de Marcus. J'ai regardé Léo. Il contemplait le chaos ambiant, ses petites mains serrant la mienne avec force. Papa, a chuchoté Léo en levant les yeux vers moi. Est-ce qu'on s'en va quand même? J'ai regardé Julien sangloter lamentablement par terre, cherchant toujours la bague. J'ai regardé ma mère être escortée de force vers la sortie par 2 colosses en costume de sécurité noire. J'ai senti une sensation de légèreté incroyable, immense et magnifique m'envahir la poitrine. Les chaînes lourdes et étouffantes de la honte, de la culpabilité et du sentiment d'incompétence que j'avais traîné toute ma vie venaient de voler en éclats face à la vérité. Oui, mon grand, ai-je dit, un grand sourire franc et libéré illuminant mon visage pour la première fois depuis des années. On s'en va. J'ai serré plus fort sa petite main et nous avons remonté l'allée centrale de la salle de bal. Je ne me suis pas pressé. Je n'ai pas baissé la tête comme j'en avais l'habitude. J'ai marché les épaules redressées et le dos parfaitement droit. Alors que nous passions devant les tables VIP, les invités fortunés, ces mêmes personnes qui se moquaient de moi 5 minutes plus tôt se sont littéralement écartés pour nous laisser le passage. Certains me regardaient avec un respect sincère et profond. D'autres semblaient profondément honteux de leur propre comportement. Quand nous avons enfin poussé les lourdes portes en bois pour sortir dans l'air frais de la nuit, j'ai eu l'impression de respirer pour la toute première fois. Nous sommes passés devant le stand des voituriers et j'ai déverrouillé les portières de ma berline de 10 ans d'âge toute cabossée. Ce n'était pas une Porsche de location, mais pour moi, à cet instant précis, elle ressemblait à un carrosse d'or. J'ai attaché Léo en toute sécurité sur la banquette arrière, puis je me suis installé au volant et j'ai démarré le moteur fiable. Léo s'est penché en avant contre sa ceinture. « Papa » a-t-il demandé d'une voix pleine d'admiration. « Est-ce qu'on vient de gagner ?» J'ai regardé son doux visage dans le rétroviseur. J'ai pensé aux années brutales de travail de nuit à l'hôtel, au divorce douloureux, à la peur constante de ne pas être assez fort pour l'élever correctement. Oui, Léo,
ai-je dit fermement en enclenchant la vitesse pour quitter le domaine. On a absolument gagné. But l'univers, dans son infinie sagesse, n'en avait pas tout à fait fini avec le karma. Ce que j'ignorais pendant que je rentrais chez moi en écoutant la radio avec mon fils, c'est que Sarah, la photographe de mariage professionnelle engagée par Marcus, avait laissé tourner sa caméra haute définition pendant tout ce temps. Sarah était elle-même une mère célibataire farouchement indépendante, menant ses propres batailles judiciaires pour la garde de ses enfants contre un ex-mari toxique. Quand Julien avait fait sa blague répugnante sur les parents célibataires, elle avait vu rouge. Quand Elena avait jeté le micro, Sarah s'était assurée que chaque seconde de la confrontation soit enregistrée avec un son et une image d'une clarté absolue. Le lendemain matin, à mon réveil, alors que je préparais nos pancakes du dimanche, mon téléphone portable était au bord de l'explosion à cause des notifications. Sarah avait publié la séquence brute et non coupée sur plusieurs réseaux sociaux. La vidéo n'avait pas juste fait quelques centaines de vues, elle avait cartonné. Internet adore les histoires de justice divine et incontestable. Des millions de personnes ont vu mon frère se faire détruire par la mariée. Des millions de personnes ont entendu ma mère me traiter de produit d'occasion. Et des millions d'inconnus ont pris ma défense, laissant des commentaires qui ont enfin apporté une reconnaissance à tout mon parcours de père. Les retombées au cours des 6 mois suivants furent totales, globales et définitives. La vidéo virale du mariage a complètement anéanti les moindres lambeaux de la réputation fabriquée de ma famille. Ils sont devenus la risée locale et un exemple à ne pas suivre. La vie de Julien s'est effondrée avec une rapidité terrifiante, presque fascinante. L'entreprise d'immobilier commercial pour laquelle il prétendait travailler a officiellement déposé une plainte civile massive contre lui pour détournement de fonds. Sans le compte fiduciaire d'Elena pour le renflouer, la Porsche en location a été saisie sans ménagement dans l'allée de mes parents en plein jour par une dépanneuse, sous les yeux de tous les voisins curieux. Son crédit a été complètement détruit. Il a été contraint de réemménager dans sa chambre d'enfant la pièce exacte pour laquelle il me réclamait sans pitié $600 par mois, à la différence près que Julien n'y versait pas un seul centime. Ma mère, Eleanor, a été officiellement et sans ménagement exclue de son cher country club. Les femmes avec lesquelles elle passait son temps à cancaner l'ont complètement coupée de leur vie, terrifiée à l'idée d'être associée publiquement à cette horrible belle-mère devenue virale sur Internet. Son agenda social s'est évaporé du jour au lendemain. Mais ma vie, elle, s'est complètement et miraculeusement transformée. Environ 3 semaines après ce non-mariage désastreux, j'ai reçu un appel d'un numéro masqué venant d'un autre État. C'était Marcus. Il n'appelait pas pour s'excuser de la situation. Il appelait parce qu'en PDG méticuleux qu'il était, il avait demandé à son service des ressources humaines de mener une enquête approfondie sur mon profil après qu'Elena lui avait parlé de mon éthique de travail incroyable. Marcus a vu les preuves écrites que je travaillais dans cet entrepôt logistique depuis 8 ans sans jamais manquer un seul quart, tout en gérant l'audit de nuit à l'hôtel avec une assiduité parfaite. Il ne m'a pas fait l'aumône ou offert de charité. Il m'a proposé un poste très exigeant et très bien payé en tant que directeur régional de la logistique pour sa gigantesque chaîne d'approvisionnement d'entreprises. Cela s'accompagnait d'une augmentation de salaire massive qui triplait mes revenus d'alors, d'une couverture santé complète et d'un plan d'épargne retraite très avantageux. J'ai accepté immédiatement. J'ai quitté mes 2 emplois épuisants et, pour la première fois de la vie de Léo, j'étais à la maison chaque soir pour lui préparer un vrai dîner, l'aider à faire ses devoirs de mathématiques et le border au lit. J'avais enfin assez d'argent pour financer pleinement et activement son compte d'épargne-études. Puis, comme par hasard, sont arrivées les dernières tentatives pathétiques de manipulation des fantômes de mon passé. Lorsque l'annonce locale de ma promotion et de mon nouveau salaire substantiel est devenue publique sur LinkedIn, devinez qui s'est soudainement rappelé que son rôle de mère dévouée lui manquait? Chloé, mon ex-femme, la même personne qui avait froidement abandonné un bébé de 5 mois pour signer des papiers de divorce afin d'aller faire la fête. Elle est apparue sans prévenir à mon complexe d'appartement par un mardi après-midi pluvieux. Elle se tenait nerveusement sur mon paillasson, versant des larmes de crocodile théâtrales, racontant qu'elle avait commis une terrible erreur de jeunesse, qu'elle avait suivi une thérapie intensive et qu'elle voulait simplement que nous soyons à nouveau une famille heureuse. Elle avait clairement vu la vidéo virale, fait le lien direct avec l'empire d'affaires colossal de Marcus et cherchait désespérément sa part du gâteau financier. Je n'ai pas crié. Je ne me suis pas emporté et je n'ai pas montré de colère. Je suis resté calme dans l'encadrement de la porte, lui bloquant physiquement la vue sur mon appartement chaleureux. Je l'ai regardé avec la même indifférence froide et absolue que Marcus avait montrée à ma mère. Tu as perdu toute garde légale et physique de Léo il y a 8 ans,
Chloé, ai-je dit calmement, ma voix étant totalement dénuée de la moindre affection. Si jamais tu remets les pieds chez moi, l'avocat de mon entreprise déposera une ordonnance d'éloignement et des poursuites pour harcèlement si vite que la tête va t'en tourner. On ne peut pas abandonner les fondations d'une maison sous une pluie battante et réapparaître une fois que le manoir est entièrement construit. Tu n'es plus rien pour nous. Au revoir. J'ai refermé la lourde porte juste devant son visage et j'ai verrouillé le loquet de sécurité. Je n'ai pas ressenti la moindre culpabilité. Un mois plus tard, le dernier domino est tombé. Mon téléphone a sonné et l'écran a affiché le nom de ma mère. J'ai laissé l'appel aller directement sur messagerie vocale. Elle a laissé un message pathétique de 3 minutes, tout en sanglots. Elle m'annonçait que Julien était officiellement en faillite personnelle, que la pension de retraite de mon père prenait un coup terrible à cause des frais exorbitants de leur défense juridique. Et qu'ils avaient désespérément besoin d'un prêt à court terme juste pour empêcher la saisie de leur maison. Elle a terminé son message en pleurant, « S'il te plaît, Liam, tu dois nous aider. Nous sommes ta famille. » J'ai écouté l'intégralité du message alors que j'étais confortablement installé dans mon nouveau bureau d'angle spacieux, contemplant la ligne d'horizon de la ville. Je ne l'ai pas rappelé. Je n'ai pas envoyé d'argent pour les sauver. J'ai simplement écrit un court message écrit, « Je ne suis plus votre bouc émissaire. Je suis un produit d'occasion, vous vous rappelez? Ne me recontactez plus jamais. » Puis j'ai bloqué définitivement son numéro, celui de Julien et celui de chaque membre toxique de la famille qui était resté silencieux dans cette salle de bal. J'ai compris quelque chose de profondément marquant en goûtant à la paix tranquille de ma nouvelle vie. Je n'avais pas besoin d'excuses théâtrales de ma famille. Je n'avais pas besoin qu'ils reconnaissent soudainement ma valeur ou valident mes luttes douloureuses. J'avais simplement besoin d'arrêter complètement d'attendre leur permission pour voir la valeur immense et indéniable qui était en moi. Mon fils Léo s'épanouit pleinement. C'est l'enfant le plus intelligent, le plus gentil et le plus résilient que je connaisse. Il ne pose plus de questions sur sa grand-mère ou son oncle. Il sait exactement qui est sa vraie famille. Et le plus beau dans tout cela, c'est qu'il regarde le monde avec un sens aigu de la justice. Il sait que la gentillesse n'est pas une faiblesse et que se défendre, même lorsque votre voix tremble, est la chose la plus puissante qu'une personne puisse faire. Nous sommes sortis de cette salle de bal toxique avec absolument rien d'autre que notre dignité. Et il s'est avéré que c'était la seule monnaie qui comptait vraiment. Merci infiniment d'avoir écouté mon histoire aujourd'hui. S'il y a une chose à retenir de mon expérience, que ce soit celle-ci, être seul ne signifie pas que personne ne veut de vous. Vos origines ne dictent pas votre valeur. Et vous avez pleinement le droit de protéger farouchement votre paix et de vous éloigner des tables où le respect n'est plus de mise. Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire avec votre propre famille? Avez-vous déjà dû fixer des limites strictes pour protéger votre équilibre? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne pas manquer la suite de l'aventure. Restez forts, tout le monde.